Merci beaucoup, Luc. Donc, je remets à niveau le micro parce que c'est un grand plaisir de venir partager avec vous notre expérience de neurologue dans le domaine de la sclérose en plaques. Et je remercie beaucoup Luc d'avoir organisé cette session et qui est très intéressante à mon avis. Moi, je suis neurologue et je suis chercheur aussi, et je cherche à comprendre des mécanismes et aussi à développer des nouvelles cibles en fait dans cette maladie particulière qui est une maladie dite démyélinisante du système nerveux central. Alors, je vais aller assez vite sur la maladie, je pense que vous en avez déjà entendu parler. On y est assez attaché à Paris et en particulier à Salpêtrière parce qu'elle était grandement en fait décrite et découverte dans nos murs par Cruvellier puis par Charcot qui était le premier à mettre ensemble les données sur la sclérose en plaques. Donc c'est vraiment une maladie qui a une connotation de découverte française. Sur le plan épidémiologique, c'est une maladie importante puisqu'elle est en augmentation de fréquence. On ne sait pas exactement, on ne va pas rentrer dans les détails de ça, mais elle est plus fréquente qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est la première cause de handicap non traumatique des sujets jeunes. Ça touche à peu près 120 000 personnes en France, 2,8 millions dans le monde. Une caractéristique importante, c'est que ça touche des sujets dans un âge assez jeune. La médiane, c'est à peu près 30 ans. Donc ça les impacte dans la phase où ils mettent en cours, ils organisent leur projet de vie, on va dire. Dans 85% des cas, c'est une maladie qui se présente initialement par des poussées, c'est-à-dire des symptômes neurologiques qui vont apparaître et qui pourront régresser plus ou moins complètement. C'est un point important pour les applications thérapeutiques, c'est pour ça que je l'ai souligné en rouge. Donc elle peut être responsable de handicap moteur, très fréquemment, mais aussi d'atteintes cognitives, de perte d'emploi, et elle peut réduire l'espérance de vie, essentiellement en fait du handicap neurologique important. Alors, c'est vrai, c'est ce que disait Luc. On a eu la chance, avec cette maladie, d'avoir des succès thérapeutiques. Et on a été finalement une maladie pour laquelle il y a eu les premiers vrais succès thérapeutiques en neurologie dans l'ensemble. Et vous voyez un peu l'historique de ça. C'est 30 ans en fait de développement thérapeutique avec initialement les interférons bêta qui ont été les premières molécules qui ont démontré un effet significatif de réduction du taux de poussée. C'est finalement ça qu'on arrive à bien traiter. Et puis vous voyez que successivement de nombreux traitements sont apparus et continuent à apparaître. Je ne rentre pas dans le détail sur cette diapositive, mais on voit que ça a été une évolution assez riche. Alors pourquoi ça a marché ? Et bien finalement, et c'est ce que tu sous-entendais un peu, parce qu'on ne s'est pas attaqué au cerveau. Et que finalement, nous, ce qu'on traite dans la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire avec une composante auto-immune qui va agresser la myéline dans le système nerveux. Donc la maladie est neurologique et intéresse le système nerveux central exclusivement. Mais l'un des mécanismes de cette maladie est en périphérie, c'est le système immunitaire. Et donc, quand on traite le système immunitaire, on impacte grandement cette maladie. Mais voilà, et je soulignerai ça dans une deuxième phase, on a réussi parce qu'on a des médicaments qui ciblent le système immunitaire, mais on n'est pas encore au stade. On est comme en psychiatrie, comme dans les maladies dégénératives pour la composante neurologique proprement dite, on est face à un enjeu majeur et à des difficultés pharmacologiques importantes. Donc ce qu'on cible, ce que vous voyez ici, c'est l'activation de cellules immunitaires dans le compartiment périphérique, qui peuvent être des cellules présentatrices d'antigènes, des cellules de l'immunité adaptative, donc les lymphocytes B, les lymphocytes T, et la plupart des molécules dont je reparlerai un peu tout au cours de cet exposé, finalement s'intéressent à cette composante immunologique périphérique. Vous voyez en rouge, soit ça cible des lymphocytes B, comme les anticorps anti-CD20 qu'on voit ici, l'ocrelizumab, soit ça empêche l'activation des lymphocytes T, on a des petites molécules qui le font, soit ça empêche le trafic de ces cellules. On a une molécule qui est en rouge ici qui s'appelle le fingolimod et qui empêche la circulation au travers des organes lymphoïdes des lymphocytes. Donc ça les bloque, ça les séquestre, ils n'atteignent pas le système nerveux, soit ça bloque leur entrée dans le système nerveux proprement dit par le biais de la barrière hémato-encéphalique. Ça bloque le passage de la barrière hémato-encéphalique. Donc les principaux effets qu'on obtient avec nos traitements, ce sont ces effets périphériques. Et c'est pour cela que ça marche. Et ça a démontré l'implication, bien sûr, du système immunitaire dans cette maladie. Alors voilà, on a maintenant la chance, si je puis dire, d'avoir un arsenal thérapeutique assez diversifié, avec des médicaments d'activité un peu différentes et qui ont des autorisations de prescription qui sont un peu gradées, on va dire, avec certains qui sont dans la sclérose en plaques dite active, ça veut dire que les patients font des nouvelles lésions ou ont des poussées, ou d'autres, c'est
très active. Donc vous voyez bien que c'est un peu flou, mais on a une espèce de stratégie avec des médicaments qu'on va appeler d'efficacité modérée à faible, et puis des médicaments hautement efficaces, avec évidemment un profil de risque différent en fonction de l'intensité d'effet de nos médicaments. Et c'est pour ça qu'on n'utilise pas les médicaments les plus hautement efficaces chez tous les patients, parce que des risques peuvent apparaître. Et vous voyez au sommet de cette pyramide, on a un immunosuppresseur profond qui s'appelle la mitoxantrone, qu'on n'utilise plus beaucoup, mais qui a été beaucoup utilisé dans les années 2000, et les autogreffes de moelle osseuse qui sont utilisées dans d'autres indications hématologiques, qu'on peut utiliser en recours en France, plus utilisées dans d'autres pays comme le Canada et l'Italie. Nous, en France, on est toujours un peu timide. On fait avant tout de la prévention de risque avant de taper fort sur les mécanismes des maladies. Alors, quand on regarde maintenant l'effet de ces différentes thérapeutiques, on voit que les premiers qui ont été développés, ils sont en bas de cette colonne, c'est les interférons, permettaient d'obtenir une réduction des poussées d'à peu près 30%, c'était déjà bien, mais c'était pas du tout complet. Et puis on va vers les médicaments les plus actifs, qui sont notamment des biothérapies, des anticorps monoclonaux, qui peuvent cibler soit une population cellulaire, c'est le cas de l'alintuzumab, qui va en gros détruire toutes les cellules immunitaires adaptatives circulantes, ou encore des médicaments comme le natalizumab, qui est celui qui bloque l'entrée des cellules immunitaires dans le cerveau. Donc il n'y a pas de passage dans le système nerveux, et ces médicaments permettent d'obtenir une réduction beaucoup plus importante de la fréquence des poussées, de 60 à 80%. En gros, notre objectif avec ces traitements, c'est plus d'évolutivité inflammatoire de la maladie. Alors on est confronté à un dilemme, c'est est-ce qu'on doit traiter d'emblée fort, et à ce moment-là on prend plus de risques au début de la maladie, mais on a la possibilité d'envisager ce qu'on appelle un effet rémanent, un effet de reconstitution immunitaire, un effet d'induction thérapeutique, c'est-à-dire que le cours évolutif de la maladie va être impacté sur la longue durée, ou est-ce qu'on a une stratégie dite d'escalade, on commence modeste, si ça ne suffit pas, on augmente l'efficacité des traitements. C'est un débat qui existe depuis 20 ans, il n'est toujours pas résolu. Dans les traitements dits d'induction, on a plus de risques immédiats, mais on a l'espoir d'avoir une désescalade secondaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas obligé de maintenir le traitement sur des dizaines d'années, voire sur toute la vie des patients. Dans les stratégies d'escalade, on prend moins de risques au départ, mais on accumule du risque sur la durée du traitement, puisqu'on ne peut plus arrêter le traitement, ou c'est beaucoup plus difficile de l'arrêter dans un second temps, et on est dans une stratégie d'escalade et de cumul. Donc, en gros, il n'y a pas de réponse oui-non à cette question. C'est une conviction personnelle et une grande discussion, mais c'est vrai qu'on a tendance à switcher du mode escalade qu'on a toujours utilisé en France vers un mode plus mixte, mais avec quand même une idée qu'il faut traiter assez fort et assez tôt. Donc dans ces traitements hautement efficaces, donc les médicaments qui ont la plus grande efficacité, là encore on distingue deux grandes familles. On a des traitements qui doivent être administrés en continu, c'est-à-dire que pour maintenir l'effet thérapeutique, il faut maintenir les administrations. C'est le cas du natalizumab, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un anticorps monoclonal qui empêche l'entrée des cellules immunitaires dans le cerveau. Si vous l'arrêtez, il y a une sorte de rebond. Toutes les cellules attendaient en périphérie, elles se remettent à rentrer dans le cerveau et elles vont générer plein d'inflammations. Donc on ne peut pas l'arrêter. Ou en tout cas, il faut mettre un autre traitement en substitution. Et c'est le cas aussi des anticorps anti-CD20 qui vont détruire les lymphocytes B, mais qui se régénèrent au bout de quelques mois. Et puis, on a des traitements qui vont induire une sorte de reconstitution du système nerveux immunitaire, c'est-à-dire qu'on va redonner une mémoire différente du système immunitaire et on peut espérer un effet rémanent sur le long terme. Et c'est le cas des greffes de moelle et de certains traitements comme la cladribine ou les immunosuppresseurs profonds comme la mitoxantrone. Alors, avec cet arsenal, qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors, ce n'est pas simplement l'effet des traitements, on a aussi grandement amélioré nos capacités à diagnostiquer la maladie tôt. Mais là, ce que je vous montre sur cette image, c'est assez intéressant, c'est en fonction des années, depuis les années 90 jusqu'aux années récentes, la gravité en fait de la maladie d'une manière générale quand elle est diagnostiquée. Ce qu'on voit en abscisse, c'est l'âge en fait, donc l'âge des patients. Et plus on va vers le rouge, plus on atteint en fait un seuil de handicap. Et on voit bien que dans les années 90, ce seuil de handicap, qui représente un début de difficulté ambulatoire ici, mais il était atteint beaucoup plus jeune que dans les années 2010-2020, ce qui veut dire que globalement la maladie est moins grave. On la diagnostique plus tôt, l'environnement est peut-être plus favorable, mais il y a aussi l'impact des traitements. Donc c'est quand même un grand succès, on a amélioré le devenir de nos patients. On a aussi largement démontré que plus on traite tôt, plus on a un effet sur la longue durée positif. On ne rattrape pas le temps perdu. C'est-à-dire que là, vous avez la différence de patients qui ont été traités
immédiatement au diagnostic ou 2 ans après le diagnostic par un traitement hautement efficace. Et on voit bien qu'il y a une différence qui ne se rattrape jamais. Donc on a ce concept qui, effectivement, on a été beaucoup dans l'escalade, mais aujourd'hui, il ne faut pas louper le coche. Quand on diagnostique la maladie, en fonction de sa composante inflammatoire, il faut vraiment traiter de manière adaptée pour ne pas laisser les patients évoluer. Et dans ce cas-là, on aura un bénéfice sur la longue durée. On a aussi maintenant une seconde vision sur cette maladie. Vous avez ici représenté l'histoire naturelle traditionnelle de cette maladie. Je vous ai parlé des poussées. Le diagnostic arrive au moment où les poussées passent un seuil clinique, c'est-à-dire qu'on les détecte. C'est 85% des patients qui vont entrer dans la maladie selon cette modalité. Et puis après, ils vont évoluer avec des poussées qui s'accumulent, un peu de handicap, et puis une phase de neurodégénérescence associée ou secondaire pour aller vers des formes invalidantes sur la durée. Mais on s'est aperçu que cette phase initiale qu'on arrive à diagnostiquer, elle est précédée de ce qu'on appelle une phase présymptomatique. Cette phase présymptomatique, c'est soit des sujets qui ont, sur le plan radiologique, quand on fait une IRM sclérose en plaques, qui serait une sclérose en plaques biologique, mais qui ne s'est jamais révélée sur le plan clinique, ce qu'on appelle le syndrome radiologique isolé. Il y a tous les critères diagnostiques radiologiques de la maladie, mais le patient n'a jamais rien senti. Soit une phase prodromale, c'est des personnes qui vont consommer plus de soins, mais pour des symptômes totalement aspécifiques. De la fatigue, de la dépression, de la douleur, etc., etc. Et on s'aperçoit en reprenant les grandes bases de données qu'il y a à peu près 5 ans de phase préclinique prodromale avant la première poussée chez nos patients. Et puis, le syndrome radiologique isolé, on ne sait pas très bien s'il est associé à des prodromes ou pas. Donc on s'intéresse beaucoup à cette phase parce que on pense qu'en prenant en charge très précocement cette phase, qu'on va maintenant intégrer dans les critères diagnostiques, on est dans un consortium international où on révise de manière régulière ces critères diagnostiques, on pourrait peut-être envisager de prévenir ou en tout cas d'avoir un effet, un impact beaucoup plus durable sur la maladie. Et on a eu donc 2 essais thérapeutiques dans cette phase présymptomatique, des patients qui se plaignent de rien, mais ils ont fait une IRM pour une migraine, des maux de tête, pour une autre raison, et on a trouvé une sclérose en plaques possible, biologique, radiologique, et ils ont été traités contre placebo. Et là, vous voyez les résultats, c'est 2 médicaments qui sont des médicaments dits de moyenne efficacité. On n'est pas sur les traitements hautement actifs. L'un, c'est le teriflunomide, c'est un comprimé qu'on prend tous les jours, qui est un immunosuppresseur, on va dire, léger. Et le deuxième, c'est le diméthylfumarate. Le principe, c'est un peu le même, c'est un immunosuppresseur léger. En gros, ces 2 médicaments-là, dans une phase clinique de la maladie, ils réduisent de 30 à 40% les poussées. Et vous voyez que dans cette phase présymptomatique, l'impact est beaucoup plus important. On réduit de 63% le risque d'apparition d'une première poussée avec le teriflunomide et de 83% avec l'autre. Donc on a un impact beaucoup plus important si on traite dans cette phase présymptomatique. Et on s'oriente vers une meilleure connaissance de ces phases très précoces de la maladie pour cibler les patients qui justifieraient d'un traitement pour espérer que la maladie n'apparaisse pas. Donc voilà où on en est. Mais on a une composante, et c'est là maintenant où on va s'attaquer au système nerveux, on a une composante dégénérative associée à cette maladie. Et même si on arrive à traiter très bien la composante immunologique, on s'aperçoit que nos patients vont quand même évoluer vers du handicap neurologique, certes plus tard, mais quand même vers des phases ou des composantes qu'on dit progressives dégénératives. Classiquement, on a toujours considéré la maladie comme une sorte de dichotomie. Il y a la forme à pousser et il y a la forme progressive. Et ça, finalement, ça nous a mené à une impasse. C'est-à-dire qu'on a testé les médicaments qui marchent dans la forme à pousser, dans les phases progressives, et ça ne marche pas. Ça nous mène dans une impasse parce que cette phase progressive, quand on la prend de manière un peu duelle, dichotomique, on s'aperçoit qu'elle est très tardive. Il y a eu beaucoup de pertes des neurones, et là, il faudrait restaurer tous ces neurones. Donc les médicaments qu'on a testés n'ont pas cette capacité, et du coup, ils sont mis en échec. En fait, maintenant, on voit les choses différemment. Et la maladie, dès le départ, en tout cas chez un certain nombre de sujets, elle associe ces 2 composantes. Il y a une composante inflammatoire avec des nouvelles lésions qui apparaissent, des poussées, des séquelles de poussées. Et puis il y a une composante qui est une sorte de progression indépendante de ces poussées, qui est beaucoup plus difficile à mesurer cliniquement, mais qui existe chez une certaine proportion des patients, 10 à 20%, et qui préfigure en fait l'état ultérieur. C'est eux qui vont développer du handicap, c'est eux qui vont développer de la progression. Et donc maintenant, en arrivant à identifier ces 2 composantes, on peut envisager des essais où on va cibler la progression, mais dès le début de la maladie. Et ça ouvre de nouvelles perspectives de design d'essais thérapeutiques. Et maintenant, le point crucial que je vais développer, c'est qu'on a besoin de cibles thérapeutiques, certes, mais aussi de réfléchir sur la manière dont on fait les essais cliniques pour avoir un design qui est approprié pour tester des médicaments avec une bonne sensibilité. Et une manière de concevoir ça, c'est de revoir la maladie, non pas simplement sur la présentation clinique pragmatique, c'est-à-dire des échelles globales, mais de revoir en fonction de descripteurs cliniques qui tiennent en compte les mécanismes neurobiologiques
sous-jacents qu'on commence à connaître, je vais vous en développer quelques-uns, qui peuvent être des mécanismes qui échappent totalement à ce qu'on fait en pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, en pratique, on mesure le nombre de lésions et leur volume sur une IRM. Mais ça ne nous dit pas ce qui se passe en dehors des lésions. Et il y a plein de lésions qui nous échappent dans le cortex, dans la moelle épinière. Et ça ne nous dit pas si la lésion, elle est très active sur le plan inflammatoire ou pas du tout active. Ça ne nous dit pas si elle a une capacité de réparation ou pas. Ça ne nous dit pas si elle génère de la neurodégénérescence ou pas. Donc maintenant, en ayant une approche plus globale, avec des biomarqueurs qui témoigneraient de ces mécanismes sous-jacents, on pourrait cibler les mécanismes principaux responsables de la progression et du handicap chez un patient donné et avoir plus de succès dans nos essais thérapeutiques. Alors comment on va arriver à faire ça? Comment on peut générer des marqueurs qui traduisent un peu les mécanismes? Il y a la biologie. Luc vous a montré un peu la perspective des omics, où là on est vraiment dans la grande échelle, mais on peut aussi se focaliser sur certains biomarqueurs qui ont un certain sens clinique. Et vous avez probablement entendu parler, on peut doser maintenant dans le sérum les neurofilaments. Les neurofilaments, c'est la composante des axones. Quand il y en a dans le sérum, ça veut dire qu'ils ont été un peu détruits, et donc il y a une dégénérescence qu'on peut quantifier dans le sérum. Et on sait maintenant que la maladie, quand elle est active, qu'il y a beaucoup d'attaques des axones, on a une augmentation de ces neurofilaments. C'est un biomarqueur qui n'est pas encore clinique, mais on n'est pas loin de l'application clinique. Et un deuxième marqueur, c'est la GFAP, c'est une protéine astrocytaire, et là ça témoigne d'un autre processus qui est l'activation gliale chronique. On est vraiment dans le système nerveux, on est sur deux marqueurs périphériques, mais qui reflètent ce qui se passe dans le système nerveux, et la GFAP est un marqueur qui est probablement beaucoup plus associé à la progression de nos malades sur le plan clinique. Voilà ce que vous pouvez voir exprimé en Z-score à l'échelle individuelle. Chez des patients qui ont des formes progressives de la maladie, on voit que leurs marqueurs sont élevés. Et maintenant, en combinant les deux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut arriver à disséquer, on va dire, la composante réellement progressive dégénérative. Une autre manière, ce serait de visualiser ces mécanismes biologiques avec de l'imagerie. Et certains de ces mécanismes, on les connaît sur le plan pathologique, c'est la persistance d'une inflammation dans les lésions. Et on a un certain nombre de lésions sur le plan pathologique qu'on voit comme ici, où on voit ce qui est marqué ici, c'est des cellules inflammatoires qui persistent en périphérie de la lésion. Mais on est sur un sujet qui est décédé, qui a eu 40 ans de maladie, et on pensait que sur le plan clinique et radiologique, il était inactif depuis 15 ou 20 ans avant son décès. Mais en fait, il y a encore cette activité-là qui échappe à ce qu'on fait conventionnellement. Et on commence à avoir des outils. Et vous avez un exemple en IRM. Ça a été développé en IRM à 7 Tesla au départ, mais maintenant on peut l'envisager à 3 Tesla. On voit une espèce d'anneau paramagnétique sur des séquences de susceptibilité, l'équivalent d'un T2 étoile un peu plus qualitatif. Et ça témoigne de l'accumulation de fer dans certaines de ces lésions. Donc on a une petite approche déjà en IRM. On voit une sous-partie de ces lésions chroniques actives. Nous, ce qu'on a développé au laboratoire, c'est d'essayer de le voir en PET scan avec un marqueur des cellules immunitaires innées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est arrivé à classer toutes les lésions des patients d'une cohorte de sclérose en plaques avec différentes formes évolutives. Et on a une classification, soit elles sont globalement actives, soit elles sont actives en périphérie, soit elles sont inactives. Ce qui est intéressant, on s'est intéressé qu'à des lésions qui sont considérées sur le plan IRM comme inactives. Et ce qu'on a vu, c'est spectaculaire, c'est qu'en fait, 60% des lésions qu'on a à l'IRM inactives sont en fait actives sur le PET scan. Et cette activité, elle détermine l'atrophie du cortex, donc la neurodégénérescence dans le cortex, et la progression des patients. Donc on reconceptualise l'histoire de ces lésions. C'est plus simplement des lésions aiguës qui vont apparaître et qui vont devenir inactives et se réparer ou pas. En fait, c'est des lésions qui peuvent rester actives des mois et des années. Et si on reprend en compte ce paramètre-là, on a une nouvelle approche, on va dire. Il y a un nouveau marqueur d'engagement de cible thérapeutique qui nous intéresse. Un deuxième mécanisme clé, c'est est-ce que ces lésions vont se réparer au cours du temps? On sait sur le plan pathologique que certaines de ces lésions se réparent, mais que c'est très insuffisant et que c'est 20%, on va dire, des patients qui réparent correctement leurs lésions. On sait par ailleurs que cette réparation des lésions, c'est un neuroprotecteur en soi. Ça protège les neurones sur le plan fondamental et sur le plan pathologique. Alors, on a eu la même stratégie au laboratoire. On a développé une stratégie d'imagerie moléculaire pour essayer de voir si on était capable de mesurer cette remyélinisation, cette réparation. Et on a pour ça repositionné, je ne rentre pas dans le détail, mais des traceurs qui existaient pour l'Alzheimer, mais qui se fixent aussi sur la myéline, sur les traceurs amyloïdes. Et ce qu'on a démontré, c'est qu'on est capable de faire des indices de réparation. C'est ce que vous voyez en bleu, la quantité de réparation qu'il y a dans un cerveau. Et là, on a identifié des patients qui se réparaient bien et des patients qui ne se réparaient pas du tout. Ça, c'est intéressant. Si on comprend pourquoi certains patients, qui sont une minorité, se réparent bien, on va arriver peut-être à promouvoir cette réparation chez les autres. On a par ailleurs démontré que c'était très étroitement lié à l'accumulation de séquelles chez nos patients et que c'était effectivement neuroprotecteur. Donc ça nous fait un deuxième biomarqueur qui peut être utilisé
pour des essais de remyélinisation. Et donc on voit qu'on ouvre des pistes pour le futur qui là vont cibler ce qui se passe dans le système nerveux, qui sont des approches de remyélinisation, de ciblage de la neuroinflammation et de neuroprotection qui nous permettront probablement d'aller beaucoup plus loin. Alors je vais devoir aller un peu vite là, mais par exemple sur les approches de remyélinisation, on a par ailleurs dans notre laboratoire une approche de biologie fondamentale, c'était mes sujets de master et de thèse, de développer des outils de screening sur des cellules pour lesquelles on avait démontré qu'on pouvait faire un dosage simple pour mesurer la quantité de myéline formée dans des cultures. Et on a identifié déjà à l'époque un certain nombre de familles de molécules capables de promouvoir leur myélinisation. Je vous donne 2 exemples ici, c'était des facteurs neurotrophiques ou une molécule qui s'appelait l'éliprodil, pour laquelle on a fait des travaux complémentaires et on a actuellement un essai en cours. Et puis, se sont développés des outils de screening à large débit, où là, on teste des milliers de molécules, où on identifie celles qui pourraient être repositionnées pour des essais de remyélinisation. Et ça a été fait par nos collègues de San Francisco et de San Diego. Et on a identifié un certain nombre de familles de molécules, dont les antagonistes muscariniques, dont je reparlais un tout petit peu. Alors ça, c'est presque illisible, mais c'est une illustration d'une liste de molécules qui pourraient être positionnées pour promouvoir la remyélinisation. C'est-à-dire tous ces médicaments ont démontré dans des modèles la capacité à augmenter la remyélinisation. Et on a plein de mécanismes d'action différents. Ça peut être des opiacés, ça peut être des muscariniques, des histaminiques, des stéroïdes, des hormones, il y en a plein en fait. Et on s'est aperçu qu'il y avait 3 grands mécanismes. Un qui était un mécanisme de ciblage de la voie de synthèse du cholestérol. Un deuxième qui est une action sur les récepteurs nucléaires. Et un troisième qui est intéressant puisque c'est un repositionnement de la metformine par exemple qui rajeunit les cellules qui, en ayant vieilli biologiquement, ne sont plus capables de faire de la réparation. Donc on a beaucoup de pistes, on est capable de faire potentiellement beaucoup d'essais. Et puis on a aussi démontré qu'au-delà de la pharmacologie, stimuler l'activité électrique des neurones, et ça c'était une partie de mon travail de thèse aussi, on arrive à promouvoir la remyélinisation. Donc avec tout ceci, on arrive à développer des premiers essais de phase 2 et on a des premiers résultats sur la rapidité de conduction sur les voies visuelles avec une molécule notamment qui a été repositionnée qui s'appelle la clémastine et qui est un antagoniste muscarinique. Et on développe des nouveaux paradigmes, notamment des nouveaux designs d'essais thérapeutiques à l'Institut du cerveau. L'un d'entre eux vise à stimuler l'activité électrique des nerfs optiques pour augmenter leur réparation après une démyélinisation. Et le second est de tester avec des biomarqueurs d'imagerie nouveaux une molécule dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'ifimprudil, qui était l'une de nos découvertes, on va dire, de laboratoire. Donc je vais devoir aller très très vite sur la fin, je crois. On a la même approche sur la neuroinflammation et vous entendrez peut-être parler de molécules qui s'appellent les inhibiteurs de Bruton tyrosine kinase, qui sont des molécules qui ont l'avantage de rentrer dans les méninges et le cerveau et de cibler à la fois les lymphocytes B et les microglies dans le cerveau, donc les acteurs de la neuroinflammation. On a pu démontrer au labo qu'elles étaient aussi capables de promouvoir la réparation. Et donc il y a eu tout un engouement de l'industrie pharmaceutique avec 4 ou 5 phases 3 actuellement en cours dans différentes phases de la maladie. Le problème, c'est que toutes ces études ont été développées avec le design qu'on avait avant pour les phases rémittantes, en comptant le nombre de poussées et le nombre de lésions. Et le premier résultat est un résultat négatif, puisque ce n'est pas ça leur mode d'action. Mais en fait, il n'y a pas eu, on va dire, le côté aventurier nécessaire pour implémenter les bons biomarqueurs. Il est important de se poser la question d'adapter le design pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir, sur la longue durée. Donc je vais passer ces dernières diapositives qui montraient simplement que pour la neuroprotection, on a aussi beaucoup de pistes pharmacologiques, mais qu'aujourd'hui, cibler une seule molécule, c'est compliqué, toutes ces pistes, et on développe du coup des approches qui sont des essais dits adaptatifs, où on aura dans un même essai de type de plateforme un groupe contrôle, et on pourra ajouter, en fonction des résultats préliminaires et des nouvelles découvertes, des bras multiples qui permettront de comparer les effets thérapeutiques entre eux. Et vous voyez qu'en gros, la sclérose en plaques reste un champ actif, mais qu'on se réoriente vers des molécules qui vont donc plus cibler le système nerveux après les succès qu'on a eus sur le système immunitaire. Je suis obligé de faire, j'ai été un peu long, peut-être, je suis désolé, et je vous invite à venir discuter avec nous à l'ICM, dans notre équipe, qui est très active sur ces 2 champs, à la fois identifier des nouvelles molécules et développer des nouveaux biomarqueurs. Merci.